J'ai lu énormément de trucs en ce début d'année 2025 et il est temps d'en parler. Hello c'est Ciel et bienvenue dans un nouveau update lecture. L'année 2025 a super bien démarré puisque j'ai réussi à plus ou moins tenir mon objectif de minimum 8 livres par mois. Et rapidement je vais vous refaire un topo ici de ce que j'ai pensé des livres que j'ai lus durant le vlog. Alright les gars, j'ai 12 livres donc c'est parti. On va commencer par un roman contemporain français et c'est un de mes coups de cœur de janvier. Bien sûr que Les Poissons ont froid de Fanny Ruette. Ce livre m'a été énormément conseillé par Clara. J'ai adoré quoi, voilà donc merci. Alors pour ceux qui se posent la question, effectivement la couverture vient du même illustrateur de The Wedding People, mais sachez que celle-là a été publiée avant, donc ce sont deux tableaux différents d'un artiste qui fait des tableaux essentiellement comme ça. D'ailleurs ils sont tellement beaux que je vais m'en acheter un, voilà. Bref, tout ça pour parler de ce petit livre là, tout petit tout, mais il m'a extrêmement tabassé, voilà. Ensuite l'histoire de Ali qui, la trentaine environ, qui est en pleine crise existentielle. Elle vient de se séparer du mec avec qui elle pensait qu'elle allait peut-être finir, sa vie professionnelle ça va pas trop non plus, elle revit pas mal de traumas d'enfance, notamment la mort de sa petite sœur. On nous plonge dans un contexte de cette meuf qui va pas très bien, mais qui compense en étant hyper drôle et qui a un second degré de malade. Et même dans sa narration, on alterne entre des moments qui sont extrêmement légers, beaucoup de caricatures, elle nous fait pas mal de blagues, de références à de la pop culture et tout, et fait pas mal de notes de bas de page. Elle annote un petit peu ce qu'elle dit et elle rajoute des blagues à l'intérieur même de sa narration. Et en même temps, t'as 2-3 scènes qui t'assomment quoi, et ce livre est d'autant plus fort que it's true. C'est un petit peu autobiographique, donc merci Fanny de prouver que tu as le droit d'écrire ta life et de publier ta life si jamais ça te fait du bien. Elle raconte une tranche de sa vie absolument fascinante. Quand elle était au collège-lycée, elle entretenait une relation épistolaire, mais en fait sur MSN, avec un mec qui s'appelait Nour. Elle savait pas vraiment s'il existait, mais ils s'envoyaient des lettres tout le temps, ils se parlaient tout le temps, et elle était persuadée qu'ils allaient finir leur vie ensemble, que c'était son premier amour et son seul unique amour. Et du jour au lendemain, il a arrêté de communiquer avec elle, et du coup, elle l'a perdu de vue. Et le livre commence, elle nous explique ça, et elle nous dit « J'ai envie de le retrouver. J'ai envie de savoir ce qu'il est devenu, parce que comme j'ai l'impression que plus rien ne va dans ma vie, peut-être que ce mec-là qui à l'époque était un semblant de bouée de sauvetage peut le redevenir. » En fait, au fur et à mesure qu'elle cherche, elle va se rendre compte de plein de trucs. Je veux pas vous spoiler, parce que je pense que ce livre est incroyable pour sa conclusion et pour sa morale, mais franchement, je pense qu'il vaut le détour si jamais vous voulez des plumes françaises qui changent d'habitude, qui sont pas forcément là pour faire de la prose hyper élégante, mais qui sont plus là pour faire ressentir quelque chose. Elle y va franco, en fait c'est hyper brut, tu vois, genre tu sens que ce qu'elle a dans sa tête, elle l'a un peu vomi sur le papier, ça m'a énormément parlé. Plus j'y pense, au plus je me rends compte que j'ai adoré ce livre, parce que il y avait une subtilité dans les moments difficiles qui m'a fait me rendre compte que parfois quand on écrit un livre qu'on veut être volontairement triste, et on a tendance à en faire peut-être un petit peu trop. Il suffit de pas grand chose pour que ça fonctionne très très bien, et au plus t'en fais, parfois au plus t'étales et au plus ça paraît moins naturel. Genre là par exemple, elle parle du deuil en fait de sa petite sœur. Il y a une ou deux scènes, moi j'ai chialé dans le train, ça m'a coupé la respiration quoi. Elle parle aussi à un moment donné d'alcoolisme et tout ça, et il suffit d'une scène pour que... Et ça a fait en fait un équilibre parfait entre le côté hyper fun et drôle de ce livre et son côté aussi qui te fait réfléchir et qui te touche quoi. Il y a une citation que j'ai notée et que je vais vous lire. C'est fou qu'on ait tendance à fuir les gens qui voient clair dans notre jeu, pour se plaindre juste après de se sentir incompris. Mais c'est effrayant d'être lisible parfois. Ensuite les amis, on enchaîne avec un autre banger. Je suis allée du côté de la cozy fantasy. Et j'ai lu le premier tome de Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies de Heather Fawcett. J'ai pas mal vu ce livre, tout en ne l'ayant pas beaucoup vu. C'est-à-dire que je l'ai vu, mais j'ai pas entendu de gens en faire leur personnalité jusqu'à ce que je tombe sur la chaîne de Katie is Reading, sa saga préférée de tous les temps. Je lis le résumé et c'est une meuf qui fait des études sur les faées, qui passe sa life dans la forêt, et les gens ont dit mais en fait vous allez voir que la relation entre elle et un autre étudiant en fairy qui s'appelle Wendell est une des relations les plus belles que vous avez jamais lues de votre vie. J'ai lu Emily Wilde et j'ai adoré Emily Wilde, et je sais que ce livre est vraiment pas fait pour tout le monde. On est dans le journal intime de cette meuf qui s'appelle Emily, on est dans sa thèse. Elle est dans une espèce d'université qui étudie les fées, les faées, le petit peuple quoi, et c'est une des meilleures de sa classe. Notamment elle a une super expérience avec les fairies, elle arrive de ouf à entrer en contact avec eux, elle connaît par cœur toutes les mythes et les légendes, et elle est envoyée en Norvège pour faire d'énièmes recherches pour
sa thèse. Et toi, tu as sa thèse et elle te raconte toute sa life au travers de sa thèse. Le format de ce livre peut être un peu déroutant parce que elle ne fait que te raconter. Ah, il s'est passé ça, il s'est passé ça, j'ai fait ça, et elle t'explique pendant 55 ans l'écorce d'un arbre. Donc il faut être assez accroché à son siège parce que Emily, elle est passionnée et elle te raconte tous les types de champignons. Et je pense que c'est là où on a perdu la moitié de la population parce que les gens disaient que c'était absolument ennuyant. Ce que je peux comprendre, mais il faut savoir trouver dans les livres ce qu'on aime. Et moi j'ai trouvé cette fameuse relation. Elle arrive toute seule au début en Norvège, elle a juste son petit chien avec elle. Et tu captes vite que Emily c'est une meuf qui en a un peu rien à foutre. La seule chose qu'elle veut c'est étudier ses fairies et la société, voilà, se faire des amis c'est pas trop son truc. Et au fur et à mesure que l'histoire progresse, tu captes qu'en fait elle est dans le spectre, qu'on a une belle rêve d'autisme là-dedans. Merci beaucoup Heather Fawcett. Et elle va être rejointe par Wendell. Ce mec là il nous a été introduit au début comme étant ce mec absolument insupportable qui est son rival dans cette université, qui est giga populaire. Et elle le déteste parce que elle trouve qu'il est pas du tout compétent et qu'il a que de la bouche et que c'est pour ça qu'il est arrivé là où il est arrivé. Il la rejoint en Norvège du jour au lendemain et elle est giga vénère. Tu vas réaliser qu'il y a une raison pour laquelle ce mec là il est super fort dans le domaine des fées alors que pourtant on a l'impression qu'il ne fout absolument rien. Je n'ai jamais vu cette relation et ça va devenir un de mes trucs préférés de tous les temps. Il y a un truc que Wendell ne dit pas, mais il va essayer de l'orienter. C'est un petit peu ce regard supérieur qu'il a sur elle parce que il y a des choses qu'il sait et qu'elle ne sait pas, mais ça veut pas dire qu'il va effacer tous ses rêves, lui dire quoi faire, dans quelle direction aller. Il va toujours rester un peu en retrait et la laisser faire, alors que parfois il sait très bien qu'elle fonce droit dans le mur, mais il la laisse faire quand même. Et je sais pas pourquoi ça m'a hyper touchée, genre que ce mec il ait cette adoration et cette admiration envers elle, qui le pousse à ne surtout pas perturber la moindre chose qu'elle fait. Lui évidemment ça fait des années qu'il est full in love, mais elle le cala jamais. Et il faut savoir que les faées c'est des créatures qui sont vachement méchantes, genre c'est pas du tout les petits lutins là, genre non, ils volent des enfants. Sur la fin ça devient un peu stressant parce que y a plus ou moins une histoire où Emily va se faire capturer par les putains de failles, et à partir de là les gars ça va devenir super intéressant. Donc ce livre les gars il est fait pour les gens qui aiment les personnages qui sont hyper passionnés et qui vont te décrire en fait tout leur art. Chaque interaction entre Wendell et Emily était pépite, genre franchement j'ai pas forcément accroché à toutes les descriptions de champignons, mais ce livre valait le coup d'être lu rien que pour les interactions entre Wendell et Emily. Voilà, donc je vais bientôt lire le tome 2, j'ai très hâte de voir. Mais ouais, ça change d'habitude. Ensuite les amis, je suis allée toquer à la porte d'une petite romantaisie que j'avais un peu vue par-ci par-là, The Games Gods Play, Abigail Owen. C'était une petite catastrophe les gars, je crois que j'ai mis 2 étoiles. Mais on va en parler justement parce que ce livre, la goutte qui a fait un peu déborder le vase. On est dans un monde complètement contemporain, les gens ont des téléphones, des télés, voilà, on est ici. Sauf que les dieux de l'Olympe sont toujours présents et ils dominent encore le monde. Et tous les ans, ils font une espèce de compétition où chaque dieu doit récupérer un humain qui sera son champion. L'humain qui survit va désigner qui est le dieu qui va être le chef de l'Olympe durant l'année à venir. Donc en gros, c'est pas tout le temps Zeus qui est dieu, ou alors le dieu devient Zeus, mais en gros, il y a une histoire que les rôles de l'Olympe, tu peux switcher et c'est pas hyper clair. Et en gros, Lyra, elle a été abandonnée par ses parents quand elle était petite. Elle fait partie d'un groupe de gens qui sont des voleurs, quoi. Elle a une malédiction. C'est Zeus qui a mis la malédiction sur elle. Personne ne pourra l'aimer. Ça ne tiendra pas, voilà. Et là, comme par hasard, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, Hadès va participer au tournoi et qui est-ce qu'il va prendre comme champion? Cette meuf. Donc Lyra se retrouve transportée dans l'appartement de Hadès et à partir de là, c'est hyper chelou ce qui se passe parce que ils sont toujours dans leur vie normale, genre les gens ont leur téléphone, il y a la télé et tous les quelques jours, ils participent à une épreuve et à chaque fois, chaque épreuve, elle est designée par un des dieux. Et les épreuves, bah tu crèves, hein, clairement, si tu n'y arrives pas, t'es sur le bord d'une falaise, il y a des kraken qui vont te bouffer, enfin, le problème a été le mélange entre cette société hyper contemporaine et cet aspect fantastique avec les dieux et leurs pouvoirs. À mes yeux, ça collait pas et je pourrais pas vraiment vous expliquer pourquoi. Il y avait une ambivalence entre en même temps, on est un peu dans de la fantaisie et en même temps, le mec à un moment donné, enfin Hadès, il allume la télé. Le deuxième truc qui n'allait pas, c'est que entre chaque épreuve, ils étaient libres. Ils pouvaient aller où ils voulaient, ils se baladaient dans l'appart de l'un l'autre et tout. Donc la meuf, de temps en temps, elle était soit dans l'appartement de Hadès, très pratique, elle habite avec lui, on est bien content. Et genre moi je me dis, mais si t'as le droit de sortir, en fait qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller tuer les autres, enfin je sais pas, tu vois, comme ça au moins tu t'assures une place en plus. Hadès en fait il a enfreint certaines règles pour pas qu'elle meure et tout, et comme par hasard, ça se retournait plus ou moins jamais contre elle. Donc il y a cette histoire de passe VIP que je vois pas mal dès qu'on a un personnage qui est sombre, redouté, ou en fait à partir du moment
où tu es sa protégée, tu peux faire absolument tout et n'importe quoi, rien ne va t'arriver. Ça fait souvent ça quand c'est la meuf qui est au château et que le mec c'est un prince et tout. La meuf peut insulter tout le monde, elle fait ce qu'elle veut dans le château, tant que elle est sous la protection de ce prince qui est cruel et tout, et ben personne ne lui dit rien. Et ben là c'est pareil. Tout ça pour qu'au final Hadès ce soit un petit cœur tout mou là, qui soit in love de elle. Et il nous a fait une phrase, donc à un moment donné ils finissent par coucher ensemble. I want you in the way a storm gathers over mountains, only to give in to the violent release. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils m'ont un peu embrouillé, je vous avoue, avec leur histoire de dieu de l'Olympe, et je me suis pas trop amusée, je trouvais ça abusé en fait. Vraiment. Ensuite je me suis attaquée à un autre livre qui malheureusement n'a pas été une superbe lecture, Un clic de toi de Eva Kim. On suit l'histoire de Erin qui est autrice et dessinatrice de webtoon et qui a énormément d'anxiété, et en gros elle va se retrouver mêlée à un groupe de garçons qui font du e-sport à très haut niveau, tellement haut niveau que en fait leur identité doit un peu rester secrète. Elle va plus ou moins donner des cours particuliers à ce mec qui s'appelle Young Jae. Elle va capter que c'est lui quoi, le champion de e-sport, et en gros elle va finir par les accompagner dans plusieurs de leurs compétitions et une romance va naître entre elle et ce mec. Alors je pense que j'ai pas été hyper touchée par pas mal de thèmes. Le webtoon c'est pas du tout quelque chose que je connais, que je lis, que je fais, donc forcément j'ai pas trop pu relate à Erin là-dessus. En fait c'est pareil, l'e-sport je n'en fais absolument pas, et je dis pas forcément que quand t'es pas familier avec certains thèmes ça fait que tu n'aimes pas forcément le livre, mais l'inverse, quand tu aimes un thème tu es plus enclin à aimer un livre qui parle de ce thème, et moi je pense que c'était juste pas énormément mon style, et la romance elle m'a pas vraiment convaincue. Lui en fait j'ai pas réussi à le cerner du début à la fin, même si j'ai bien aimé qu'ils aient pas mal de discussions, ils se sont vachement expliqués et tout ça. Eva elle écrit très bien, j'ai bien aimé sa plume qui était droit au but et assez fluide. Un truc qui m'a bien touchée dans ce livre c'est la mère Erin qui a perdu son papa, et du coup elle est extrêmement proche de sa mère, et elle voit que depuis la mort de leur père, sa mère elle est un peu coincée, elle fait un peu rien, et ça casse cette image qu'elle a des adultes, que les adultes ça toujours rebondir, les adultes s'occuperont toujours de toi. En gros non, sa mère elle est complètement effondrée quoi, et il y a une des phrases que j'ai bien aimé, c'est que ma mère c'est aussi la première fois qu'elle vit. Ensuite les amis, j'ai décidé de donner une seconde chance à une autrice dont j'avais pas aimé le premier livre. Je suis allée lire When Time Stands Still de N.S. Perkins. N.S. Perkins elle a écrit L'infini entre nous, The Infinity Between Us, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo Trop Analyse. Ça vaut le coup de voir quel autre livre elle publie parce que ça peut vraiment me plaire. Et celui-là c'était un 4 étoiles, c'était très cool, mais c'était trop court. Ensuite l'histoire de Ren qui est avocate et qui est atteinte d'un Alzheimer assez particulier, puisque c'est un Alzheimer qui peut commencer à te toucher dès tes 20-30 ans. Sa mère la reconnaît plus, elle est violente envers elle, et du coup elle s'est toujours fait la promesse que elle n'aurait jamais d'enfant, elle ne se mettrait jamais en couple avec quelqu'un parce qu'elle ne veut pas leur faire subir cette perte en fait, ce deuil de quelqu'un qui est toujours vivant. Et un jour elle va être recrutée, c'est la famille de Aaron. Son père a été victime d'une injustice médicale où en gros à cause d'un certain traitement et tout, il est en fauteuil roulant, il a fait un AVC, et ils sont en fait un petit peu dans cette fausse idée que si jamais ils gagnent un procès, ça va effacer toute la douleur qu'ils ressentent face au handicap de leur père. Et au début Ren elle veut pas trop faire ce dossier parce que Aaron, ce mec là, elle l'a rencontré il y a 1 an dans un bar, et en gros elle était un peu en train de chialer et ils avaient une discussion un petit peu deep sur la vie et tout, et ça lui avait fait peur parce qu'elle s'était dit je me vois bien continuer ma vie avec ce mec, mais du coup ce n'est pas possible. Et du coup quand elle le recroise elle sait pas si lui se rappelle que c'est elle ou non. En fait oui, il se rappelle, ce livre est raconté en double point de vue, et on va les voir petit à petit retrouver une complicité alors qu'elle vient chez eux et elle travaille en fait sur le cas pour défendre la famille. Le truc qui était très beau dans ce livre, en tout cas ce que moi j'ai adoré, c'est Ren qui défendait son choix que je comprends. Je trouve ça assez crédible de vouloir complètement te renfermer sur toi-même parce que tu penses que c'est un petit peu la seule chose que tu peux contrôler quoi. Et elle en fait elle souffre tellement de sa relation avec sa mère, si jamais elle s'ouvre à quelqu'un, ce qu'il va retenir à la fin c'est comment elle a été quand elle a perdu la mémoire. Elle parle énormément de la jalousie qu'elle a envers sa cousine qui est donc atteinte de la même pathologie mais qui n'a jamais voulu se faire dépister. En mode à tout moment elle va perdre la mémoire dans 2 mois, mais elle le sait pas et elle ne veut pas le savoir, et elle se marie, elle est en train d'avoir des enfants et tout, et Ren ça la met dans une colère noire parce qu'elle est en mode mais moi je m'autorise pas à faire ça, donc toi t'as pas le droit non plus de t'autoriser à faire ça parce que là t'es heureuse, je te vois t'es heureuse, et moi vu que je me laisse pas le droit de l'être, et ben je t'en veux pour ça. Elle lui dit mais je comprends pas que je préfère vivre aujourd'hui ce bonheur intense plutôt que de me le priver parce que il y a la possibilité
dès que je perds de la mémoire dans 5-10 ans. Genre non, en fait, je vais pas m'arrêter de vivre. J'ai bien aimé que Vred, elle soit partie complètement dans un état d'esprit au début et que petit à petit, elle ait changé d'état d'esprit. Le seul truc que je regrette, c'est que le monsieur là, Aaron, il était complètement in love de elle et quand elle lui a expliqué ça, il a un peu essayé de lui forcer la main en mode mais non, mais pourquoi tu fais ça, machin et tout. Et presque à ne pas comprendre. Oui, certes, tu peux être vexé et tu peux te dire mais putain, enfin non, pourquoi elle veut faire ça, mais ça reste son choix et surtout, je sais pas ce que t'as fait, donc tu vas pas remettre en question un choix qu'une personne elle a passé des années à construire. Au final, elle change d'avis, mais j'aurais bien aimé que peut-être lui il finisse par dire ok, si c'est ce que tu préfères, enfin voilà, disons que je trouvais qu'il lui a un petit peu forcé la main. Mais à part ça, j'ai trouvé que c'était très beau, très bien écrit. Mon seul regret, c'est que ça coupe avant qu'elle perde la mémoire. Donc en fait, je ne sais pas. Et je pense que l'autrice, elle voulait justement montrer que finalement on saura jamais et qu'elle a bien fait de prendre cette décision. Mais moi justement, je voulais voir quand ça allait commencer à être difficile. Notamment Monsieur Aaron, il était là à dire mais non, mais moi je m'en fous, mais moi je m'en fous, mais moi je m'en fous. Et je voulais le voir être en mode ouais, c'est vrai qu'en fait ça impacte, tu vois, genre c'est pas parce que je t'aime que ça va effacer tout le reste. Non, genre c'est un vrai impact sur ta vie et ça on le verra jamais. J'aurais bien aimé, en tout cas ça aurait rendu l'histoire beaucoup plus intéressante et beaucoup plus crédible à mes yeux si on voyait peut-être un début d'Alzheimer et qu'on voit en fait comment il gère à deux. Une romance par contre qui était pas du tout choupinoute, The Wingman de Stephanie Archer. Ah bah je suis giga deck en fait parce que j'ai lu The Fake Out qui était une de mes romances préférées de l'année dernière, mais rien à voir. The Fake Out, je me souviens quand même que j'ai mis 30% à me dire oh waouh c'est très très bien. Du coup j'ai persévéré dans celui-là. Je me suis dit tu lis au moins jusqu'à 50%. Mais en fait non, ça ne va pas du tout. Donc dans celui-là on suit deux meilleurs amis depuis toujours, sauf que le mec est in love de elle bien évidemment, et le mec c'est vraiment le player, et elle c'est la meuf qui était dans une relation longue et qui vient de se séparer et qui veut reprendre confiance en elle et tout. Elle va faire mon truc que je déteste le plus sur cette planète Terre, faire des cours pour devenir plus à l'aise en date, avec évidemment son meilleur ami. Donc ça va faire l'objet d'un trope analyse. Je déteste ce putain de trope de donner des cours de drague ou des cours de date. Le résultat est que vous n'en faites jamais. Dans le livre, il n'y a aucun vrai cours de date. Vous faites des trucs chelous genre ah ouais je vais t'apprendre à comment discuter avec un gars et au final vous êtes dans votre salon et genre ça n'a aucun intérêt. Et forcément il y a du déni qui crève les yeux et moi ça me fait péter un câble quand la meuf elle interprète tous les gestes qui sont évidemment des preuves qu'il est attiré vers elle ou qu'il l'aime en mode ah non mais c'est vraiment mon meilleur ami, oh oui il m'a fait un câlin hier soir pendant 4 heures pendant qu'on dormait mais c'est vraiment mon meilleur ami. Ce livre était très très sexuel aussi. En fait comme je croyais pas du tout en ce couple et comme je les aimais pas et du coup ça m'a un petit peu saoulée. Ensuite les amis on va rapidement parler des livres que j'ai lus dans le cadre du vlog de romance. Premièrement nous avons mon livre préféré de février, I Love You, I Love You, I Love You de Laura Docré. Celui-là, les gars, il m'a réconcilié avec un trope. Alternance de passé, présent, de childhood friends to lovers. Ils osaient pas se dire qu'ils étaient amoureux. Et vous savez pourquoi ça fonctionne? Parce que, encore une fois, ce truc est autobiographique. Donc je crois que j'ai une trend. Je sais que chaque mot est vrai. Quand il y a des situations qui peuvent paraître hyper random, c'est pas random en fait. C'est un souvenir qu'elle te raconte et je suis fan. Ça me fait vibrer ce genre d'histoire. On va suivre l'histoire d'amour entre Ella et Love au travers de dizaines d'années. Au début, ils ont 12 ans, ils se rencontrent alors que c'est l'été, ils sont au collège, c'est gênant parce que ça commence à être le moment où les filles elles essayent d'avoir des petits copains et tout pour paraître cool, sauf que Ellie en fait elle est complètement terrifiée à l'idée d'avoir un petit copain parce qu'elle est terrifiée à l'idée d'être rejetée, donc elle se met des barrières énormes, elle a peur d'à chaque fois qu'elle se retrouve seule avec un mec et la seule personne qui l'a fait se sentir un minimum comprise et un minimum humaine, c'est ce mec qui s'appelle Lowe. Et donc ils vont entamer une relation un peu épistolaire, genre ils vont faire que de s'écrire, ils vont traîner ensemble H24. Comme elle est tétanisée à l'idée de lui dire qu'elle est peut-être amoureuse de lui, elle va toujours un peu esquiver la question, essayer de perturber, brouiller les pistes, à tel point que même quand lui envoyait quelqu'un lui demander si jamais elle était amoureuse de lui pour savoir, elle mentait. Elle disait ah non 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 mais surtout pas. Ce qui fait que ce quiproquo a duré 15 ans les amis. Et ce que j'ai adoré dans ce livre c'est que il n'y a pas eu justement d'énormes événements qui a fait qu'ils ont arrêté de se parler. C'est juste que petit à petit, ils ont arrêté d'être constamment l'un sur l'autre. La vie a fait qu'ils n'ont pas allé dans les mêmes universités. Il y a eu de l'incompréhension, il y a eu de la frustration l'un envers l'autre. Et la scène où elle lui avoue les sentiments et sa réaction, ça m'a terminé. Ce livre en fait c'est de l'adulte, c'est de la fiction adulte et ça se sent dans la plume que c'est beaucoup plus mature. C'est hyper complet. En même temps en fait l'autrice elle parle de toute la nostalgie de sa vie d'adolescente dans les années 2000.
y a plein de refs à plein de trucs de pop culture, d'objets. Et elle parle en fait d'à quel point tu peux pas passer à autre chose parce que comme tu ne sais pas, comme tu n'as jamais essayé, il y a toujours ce doute en toi de dire mais si ça se trouve c'est l'homme de ma vie et je vais le perdre quoi. Donc voilà, évidemment ça aide que ce livre ressemble énormément à la bonne direction, donc forcément ça m'a beaucoup touchée. C'est pas une romance nu adulte, il n'y a pas de scène de sexe à proprement parler, mais c'est une histoire d'amour qui se déguste, qui fait pleurer et qui est frustrante hein, parce qu'il passe des années à faire que de se rater encore et encore et encore. La puissance de la peur les gars, elle est plus forte que tout, la peur c'est plus fort que l'amour les gars. J'ai ensuite lu Black Venus de Dahlia Blake et vous le savez, c'était pas un coup de cœur du tout, c'était giga triste parce que je voulais grave aimer, je voulais grave me trouver une romance française qui me parle, je voulais me trouver une maison d'édition de romance française que je peux prendre les yeux fermés et c'est pas le cas du tout. C'était pas le problème de la plume ou quoi, c'était plus le problème de l'intrigue. Donc on est dans une romance à suspense où on suit l'histoire d'agents secrets qui sont en mission. Le mec s'appelle Ethan, c'est un agent de la DGSE qui revient d'une mission qui a mal tourné au Moyen-Orient, du coup il est complètement traumatisé, mais comme il est addict à l'adrénaline, tout comme dans le Bureau des légendes, ce livre est extrêmement inspiré du Bureau des légendes, il va trafiquer un petit peu ses séances de thérapie pour que la thérapeute de la DGSE le valide, comme quoi il peut retourner sur le terrain. On lui confie la mission de la plus haute importance, infiltrer le groupe d'amis de Violette Baker, qui est une danseuse de cabaret et qui a des contacts de mecs un petit peu riches du monde entier, afin de savoir ce qu'il se trame du côté du FSB. Donc bien évidemment, Ethan nous dit qu'il ne tombe jamais amoureux de ses cibles, il sait séparer le professionnel du privé, qu'il va la mener par le bout du nez, et au final, on se doute bien qu'il va complètement tomber in love de elle. J'ai une haine profonde contre ce plot twist. En gros, on a le point de vue de cette meuf qui s'appelle Violette. Depuis le début du livre, elle nous décrit sa vie, elle nous décrit elle qui va à ses entraînements de chant, de danse, elle nous décrit elle qui discute avec ses potes, sans jamais évoquer le fait qu'elle est agent secret. Donc forcément, en fait, quand le plot twist c'est basé sur une info que la meuf ne nous donne pas, ça ne fonctionne pas. Et surtout, elle a d'autres amis agents secrets avec qui elle discute dans le livre. Notamment, au début, il y a des scènes où elle parle avec eux. Et tu vas me dire qu'ils ne mentionnent pas le fait qu'ils sont agents secrets. Non, c'est pas possible, meuf. Genre, non, c'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans l'As de cœur. Pour moi, c'est à bannir, ou alors tu passes aux troisième personne. Mais à partir du moment où t'es dans la tête de quelqu'un, tu peux pas, en fait, ne pas nous dire son vrai travail. Ou alors, il faut vraiment passer par des tournures, mais j'y crois pas. En fait, dès le début, on te dit, attention, il y a une opération en cours de la CIA. Et en fait, tu captes que c'est elle, l'opération de la CIA. Enfin, c'était extrêmement évident. Et j'ai pas trop aimé ensuite leur romance à tous les deux. Enfin, en fait, ils m'ont pas semblé crédibles parce que c'est censé être des agents secrets hyper pro et tout. Et ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et en fait, si jamais t'avais voulu axer ça sur, comme dans le Bureau des légendes, Malotru qui fait n'importe quoi pour sauver Nadia, en fait, pour moi, il aurait fallu qu'on insiste de ouf sur le fait que le mec part en live. Et c'est super triste parce que le contexte d'agent secret, il est génial, quoi. C'est les frissons, c'est les mensonges, c'est les trahisons. Mais ça manquait pour moi un petit peu de crédibilité à ce niveau-là. Voilà. Un livre, par contre, qui était hyper crédible et hyper intelligent dans la manière dont il a été construit, c'est Deep End de Ali Hazelwood. Alors ça, les gars, c'est la romance, je pense, la plus attendue de cette année. Je vous avais dit que j'avais été vachement déçue des dernières sorties, et celui-là, j'avais peur, mais en même temps, j'étais beaucoup plus détendue parce que je m'étais mise aucune attente. Ceci étant dit, j'ai beaucoup aimé ce livre et j'ai trouvé là-dedans vraiment toutes les plus grandes qualités de Ali Hazelwood. C'était tellement addictif, les gars. Et j'aimerais qu'elle nous fasse des cours ou qu'elle nous montre si jamais elle a une technique, mais dès la page 12, tu ne peux pas le lâcher. Tu sais où tu es, tu sais ce que tu fais. C'est hyper intense et elle a ce don pour te donner l'impression que c'est toi qui vit les scènes du livre. Genre vraiment, tu fais une miroir avec le personnage principal. Et le truc qui fait un petit peu peur par rapport à ce livre, c'est que elle nous a fait une romance BDSM. Et Ali Hazelwood, quand elle fait un truc, elle le fait bien. Et j'ai trouvé que ce livre était très intelligent par rapport à ça. Donc en gros, ils ont tous les deux 21 ans, ils sont à l'université et ça n'a jamais vraiment fonctionné avec leurs partenaires précédents puisque eux, ils sont un petit peu kinky, ils aimeraient bien avoir des relations sexuelles avec de la domination, etc. Sauf que leur partenaire, ça leur disait pas. Et il y a eu aucun shame, genre il y a jamais eu de ah là là mais t'es vraiment trop nul, ah là là, genre tout le monde était traité avec énormément de respect. Ils sont tous les deux dans le sport études de piscine. Scarlett elle est plongeuse tandis que Lucas il est nageur et ils vont finir par passer un pacte. Il y a pas mal de gens qui disent ouais mais il y a rien, il y a pas d'accessoires et c'est vrai que si jamais vous avez l'habitude de lire des romances BDSM et tout, c'est vraiment gentillet, on va pas très loin mais justement c'est cohérent parce que c'est leur première relation BDSM donc forcément ils vont pas commencer à sortir tous les instruments
comprimant, non. Genre là, ils travaillent énormément juste le consentement, de la confiance, et ils vont être un petit peu violents ou alors utiliser du langage un peu particulier, et c'est tout, mais c'est déjà extrêmement suffisant. Pas mal de romances où en fait il y a ce genre de comportement, il y a ce genre de relation de domination où c'est pas nommé, où c'est pas encadré. Et ça, c'est une phrase que je répète et que je défendrai jusqu'à la fin du temps. Tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Si jamais tu préviens, tu dénonces et tu éduques. Et là, Alice, c'est ce qu'elle fait. Elle nous présente en fait cette relation. Elle est là et elle nous apprend le b.a.-ba des choses. Oui, qu'est-ce que ça veut dire BDSM? Qu'est-ce que ça veut dire cette situation de domination, soumission? Il y a des règles, il y a un cadre, c'est dans un laps de temps, ce n'est pas quelque chose qui dure dans ta vie quand tu vas faire les courses, patati patata. Et j'ai adoré qu'elle nous balance pas ça comme ça en mode allez hop, démerdez-vous. Le seul petit point noir de cette romance à mes yeux, c'est que j'ai pas trop kiffé le caractère de Lucas qui était un peu froid. De temps en temps, il tapait des actions en mode il s'obligeait à ne pas lui parler pendant une semaine juste pour se prouver qu'il en était capable et tout. Un petit peu tout intense à mes yeux. C'était hyper équilibré. Genre ce livre est 50% plongeon, 50% sexe quoi. Franchement, je vous le conseille si jamais vous voulez lire une romance qui est un peu introductive par rapport au BDSM. Et le petit bonbon de ce vlog de romance, ça a été Walk Up Like This de Amy Lea. Celui-là, les gars, ça a été un petit coup de cœur, un vrai petit choupinou. On est dans un remake de 30 ans sinon rien avec les personnages de Never Have I Ever. Donc imaginez Devi et Ben ou Devi et Paxton qui sont en train d'organiser le bal de promo dans leur lycée pour fêter cette fin d'année et qui d'un coup se tapent la tête et se retrouvent à se réveiller alors qu'ils ont 30 ans. Ils sont mariés l'un à l'autre alors qu'ils se détestent. Vraiment, ce livre m'a fait un bien fou les gars, j'ai ri, j'ai shippé mais si fort, genre c'était hyper jeune. C'est du young adulte et ça m'a rappelé encore une fois que j'adore ce genre, ça retrace énormément d'émotions que t'as à cette époque, notamment le stress de l'inconnu, essayer de vouloir rendre tout le monde fier, d'être parfaite, mais en même temps avoir l'impression que ça te fait te gâcher en fait certaines années de ta vie que tu pourras jamais récupérer, etc. Notre personnage principal, Charlotte, elle est tétanisée en fait à l'idée de rater quelque chose, et quand elle se réveille à ses 30 ans, elle se rend compte que en fait sa vie, elle est devenue quelque chose qu'elle avait pas forcément appréhendé, et ça remet en question tous ses choix. Me réveiller des années plus tard et voir ce qui a changé et me rendre compte, putain, les choses que je dois faire là tout de suite, les gens que je dois appeler, les choses que je dois essayer parce que j'aurai pas forcément toujours le temps, et y a rien qui est acquis, et ce livre te rappelle énormément ça, et surtout la romance quoi. Mais je suis désolée, genre en gros quand ils sont dans leur lycée là, ils sont rivaux, ils sont débiles, ils sont jeunes, ils s'envoient des pics mais ils captent pas qu'ils sont full amoureux l'un de l'autre, et là ils se réveillent, ils sont dans le même lit, ils vont se marier et tout, ils se disent mais attends mais c'est pas possible, comment on a pu réussir à tomber amoureux? Et lui il est là en mode moi je sais comment, parce qu'en fait moi je t'aime depuis le lycée quoi, genre on me dit dans l'oreillette qu'il va être traduit l'année prochaine. La prochaine romance, on nous l'a vachement conseillé sur TikTok comme étant le livre à lire après Deep End pour enchaîner dans cette même vibe. Et bien malheureusement, c'était pas génialissime. Ça manquait de quelque chose quoi. Donc je suis hyper déçue parce que ce livre est absolument magnifique, il est rose et j'ai perdu tout mon intérêt à partir des 50%. Je passe du tout ou rien en 2 chapitres quoi. On suit l'histoire de Hayden Valentine qui a créé une chaîne de radio où les gens peuvent l'appeler anonymement et lui parler de ses problèmes de cœur, et lui il leur donne des conseils. Le truc c'est que leur chaîne elle marche pas de ouf, il y a de moins en moins de personnes qui appellent, surtout parce que Hayden devient de moins en moins romantique et du coup il donne des conseils de merde, jusqu'au jour où une petite fille de 10 ans appelle pour sa mère. Et sa mère, c'est notre protagoniste qui s'appelle Lucie, et Hayden il va en fait essayer de lui faire retrouver le goût à l'amour. Ils vont tomber amoureux l'un de l'autre dans le processus, c'est génial, et les premières pages sont incroyables, et le début, la rencontre entre Hayden et Lucie est trop bien. Jusqu'au bout les dialogues étaient super bien pensés, mais parfois je trouvais qu'ils n'étaient pas en accord avec les personnages. Je m'explique. En gros, tu apprends à les connaître au début. Hayden, c'est le mec qui a sa personnalité d'animateur radio hyper charismatique et tout, mais dès qu'il enlève ses écouteurs, il est un peu timide, c'est un mec qui sait pas trop y faire, qui est un peu gêné et tout. Elle finit par un peu modifier ça, et au final, moi j'ai jamais réussi à cerner Hayden parce que quand il commençait à être vachement in love avec Madame Lucie, il prenait le lead de ouf dans leur scène, il était presque au point d'être un peu controlling, tu vois, et du coup pour moi c'était pas du tout en accord avec lui. Alors peut-être que je suis un peu trop
toi tu dois être comme ça, tu dois être comme ça. Ça m'a perturbé que le mec ait ce changement radical de personnalité quand il était au lit avec elle. Sur la fin, il y avait un obstacle à leur relation. Aiden était persuadé qu'il n'est pas le mec pour Lucy parce que lui, il ne veut pas croire en l'amour parce qu'il est trop désespéré. Mec, tu as 30 ans, il est temps de consulter quelqu'un, ok? Genre nous, on n'a pas le temps de s'occuper de savoir si monsieur il veut croire en l'amour et etc. Lucy, elle, bah du coup, elle est à fond, genre elle s'entend trop bien avec Aiden, il répond à aucune de ses demandes et surtout, il continue d'alimenter ce podcast pour lui trouver des dates. Du coup, elle sait pas trop sur quel pied danser et quand elle finit par lui dire, bah mec, je suis intéressée par toi, et d'ailleurs elle le dit très honnêtement, chose que j'ai beaucoup appréciée, et ben lui, il lui dit, ah mais moi je suis pas le mec pour toi et tout. Moi, je veux pas convaincre quelqu'un de m'aimer en fait, genre je crois que ça m'a un peu fait souffler, tu vois. J'imaginais qu'elle allait tourner ça autrement. Ce livre était quand même extrêmement cool, hein, soyons honnêtes, je deviens de plus en plus exigeante, mais c'était quand même vraiment mimes. Une romance par contre qui était extrêmement saine et où les personnages étaient à croquer. Out on the Limb de Hannah Bonamy Young. Celui-là, je voulais pas le rater, c'était vraiment ma lecture imposée de février, je voulais lire un maximum de romances et je voulais lire celle-ci parce que je savais que ça allait être le truc le plus chou, le plus sain, le plus bonbon, et c'est exactement ça. Genre, si jamais vous vous sentez mal et que vous voulez retrouver foi en l'amour, lisez ce livre, rien ne se passe mal. Et ça reste peut-être le petit bémol quelque part, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de difficultés, mais je peux comprendre que l'autrice se soit dit, je veux faire un livre où tout se passe bien. Ensuite, histoire de Win qui va avoir un coup d'un soir lors d'une soirée d'Halloween avec monsieur qui s'appelle Beau. Ils vont connecter tout de suite parce qu'ils sont tous les deux handicapés. Win, elle a une main qui est pas complètement formée, tandis que Beau, il a un bout de jambe qui est amputé. Tous les deux, ils vont pas mal parler de leur handicap, ils vont un peu se faire des blagues. Ça se drague, les gars, la drague. Ils sont là en mode ouais, moi je t'aime bien, ouais, je t'aime bien et tout. Tu veux monter là-haut? Allez, on monte là-haut. C'était d'un naturel et d'une bienveillance. Ils ont fait ça, mais comme des adultes matures et responsables qui s'écoutaient, et c'était génialissime. Même si elle prenait la pilule, madame est tombée enceinte. Elle s'est dit qu'elle voulait le garder. Et au début, elle voulait pas imposer ça à Beau, mais elle lui a quand même dit, hein, sauf que Beau lui dit mais let's go en fait, moi je veux, parce qu'en fait Beau depuis son opération il a été avec personne et du coup il avait abandonné l'idée et du coup ils sont sur la même longueur d'onde et au début ils vont se dire qu'ils vont un petit peu faire du co-parenting mais quand même ils vont emménager ensemble pour que ce soit mieux pour le bébé et petit à petit ils vont royalement tomber amoureux l'un de l'autre. Ils sont tellement attentionnés, genre je vous jure quoi, je les aime, ils se posent des questions sur la vie et tout et à la fin ils accouchent, alors c'est trop mignon. Donc voilà, si vous voulez vraiment un livre où il n'y a aucun problème, lisez ça. Et en plus c'est sexy les gars. C'est très sexy. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette update lecture. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez récupéré des petits titres par-ci par-là qui vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre meilleure lecture de ce début d'année 2025. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.